Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du Club REM Plus consacrée au NAO 2024 et merci de vous être joints si nombreux à cette réunion. Alors je suis entouré par Olivier Redoulès qui est directeur des études de Rexecode à ma gauche, Philippe Vivien qu'on ne présente pas et Médéric Bastard de notre équipe rémunération qui a préparé cette enquête avec nous. Alors pour commencer peut-être un mot pour donner la tonalité. On a baptisé cette restitution NAO 2024 entre ralentissement économique et retour à la normale. Le retour à la normale, on l'avait pressenti dans la précédente enquête de septembre 2023. C'était déjà notre sujet, on va voir que ça se confirme. Mais le ralentissement économique, cette enquête a l'avantage de le montrer de manière non équivoque, très clairement. Et on va voir qu'est-ce que ça produit finalement, une baisse de l'inflation et un ralentissement économique et un retournement du marché de l'emploi. Alors, peut-être pour rappeler les épisodes précédents que vous suivez depuis qu'on fait cette enquête NAO, c'est-à-dire depuis l'été 2022, on a eu toute la période d'adaptation 2022-2023 où les budgets ont fortement augmenté pour arriver à 4,5%. GAI, des PPV à 1 000 euros. Et ça, c'est-à-dire, c'est le premier semestre 2023. Et on a vu apparaître à l'enquête, lors de l'enquête de septembre, le premier retour à la normale avec des entreprises qui tablaient sur des budgets à la baisse qui avaient été ramenés à 4% en médiane. Et la saison 5, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la préparation des NAO 2024, se complexifie dans la mesure que l'équation qui concernait l'inflation et les salaires s'enrichit de deux nouvelles données, la croissance et l'emploi, avec d'un retournement du marché de l'emploi et une baisse de l'inflation. On va voir comment les entreprises, dans ce nouveau contexte, prévoient l'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout simplement un petit rappel de la méthodologie de l'enquête avec Médéric, un aspect conjoncturel avec Philippe sur en quoi nous assistons à un retour à l'heure normale, sous quelles conditions. Après, j'aurai cet entretien avec Olivier Redoulès sur les données macroéconomiques pour éclairer un peu le paysage 2024. On abordera un sujet qui est sans doute le plus intéressant de notre enquête, finalement les modifications perçues dans le marché de l'emploi et leurs conséquences sur les recrutements et les salaires. Évidemment, après, on parlera de ce qui vous intéresse au premier chef, c'est-à-dire l'évolution des budgets pour 2024, et c'est Ludovic Wolf qui nous rejoindra à ce moment-là. Un mot sur la PPV, où il y a des surprises, et puis le reste de l'enquête sur les nouvelles attentes sociales qui émergent. Évidemment, on vous passera la parole pour que vous puissiez témoigner, nous poser des questions et faire de ce club, évidemment, ce qu'il doit être, c'est-à-dire un échange. Voilà, un petit mot avant de passer la parole à Médéric. On a lancé cette enquête juste avant Noël. On est un peu désolé de notre insistance à vous avoir relancé plusieurs fois en début d'année, mais on tenait vraiment à avoir un taux de participation correspondant à ce qui fait la représentativité de cette enquête. On vous remercie vivement parce qu'on y est parvenu et on va pouvoir maintenant vous présenter une enquête qui est vraiment représentative des politiques des grandes entreprises. Médéric, je te passe la parole. Merci Rodolphe. Donc effectivement, pour les plus assidus d'entre vous, vous commencez à connaître cette méthodologie, mais je vais la rappeler brièvement. Donc, on a 80 questions qui regroupent l'ensemble des thèmes de la rémunération. Donc, l'objectif, effectivement, est de préparer avec vous au mieux l'année et la rentrée 2024. La période a été donc de décembre à janvier, et je tiens aussi également à vous remercier, puisque on sait que c'est une période qui est compliquée, qui est chargée. Donc, merci de votre participation. Donc, un panel de 146 DRH et responsables des rémunérations et avantages sociaux. Et encore une fois, notre panel est donc majoritairement représenté par des entreprises de plus de 1000 salariés, des groupes français du CAC 40 et du SBF 120. Pardon. Donc effectivement, pour un zoom sur le panel, donc comme je l'ai dit, on a 63% d'entreprises qui sont des entreprises françaises ou des groupes français, et majoritairement donc 72% de plus de 1000 salariés. Pour ce qui est des secteurs d'activité, donc on a tous les secteurs d'activité représentés. Métallurgie, autres services non financiers, services financiers. Vous avez la liste sous les yeux, mais néanmoins, ce qu'on a noté majoritairement, c'est que la métallurgie a monté en puissance dans notre panel, dans cette enquête. On était à 19% en septembre, et là on est à 26%.
Donc, pour la liste, effectivement, nous, on a donc les autres industries, de l'agro-industrie, et on va jusqu'au transport. Ça, on a une plus petite, moins représentativité, mais effectivement, avec le volume que vous nous avez permis d'obtenir en répondant, ça reste quand même assez significatif. Très bien, merci Médéric. Alors on va prendre la température des tendances, notamment dans le cadre de l'Union européenne, de la zone euro. Il y a quelques mois, je vous disais que la France était le bon élève de la zone euro parce qu'on avait une inflation plus basse que la moyenne et que nos voisins. Aujourd'hui, en fin d'année 2023, on se retrouve avec une inflation en IPCH, hein, c'est-à-dire les normes européennes. En indice des prix à la consommation, on est à 3,7, mais en IPCH, on est à 4,1. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est à une inflation supérieure à celle de l'Allemagne, qui est à 3,8, et à la moyenne européenne de l'Union européenne, qui est à 3, et de la zone euro, qui est à 2,9. Donc on se retrouve parmi les pays qui maintenant ont une inflation la plus élevée. Alors on sait que traditionnellement les Français ont l'habitude de lisser les à-coups, que ce soit quand on a une crise de l'emploi ou quand on a une crise de l'inflation, et ça nous renvoie à la question du bouclier tarifaire qui a protégé finalement, qui nous a protégé d'une inflation forte, mais qui finalement maintenant ralentit la désinflation. On le voit avec les hausses progressives, la baisse dégressive les hausses des tarifs de l'électricité pour sortir du bouclier tarifaire, celle de 10% au 1er février, mais d'autres derrière. Donc on est dans une situation assez particulière. On reviendra sur ce point avec Olivier Rodoulès pour voir si finalement la France ne va pas traîner une inflation plus importante que ses voisins au cours de l'année 2024. Ça, c'est un premier élément de conjoncture à garder en tête. Pour ce qui est de cette inflation, Philippe, sur la note inflation salaire que l'on publie, on voit qu'une baisse assez massive des prix depuis le milieu de l'année 2023. Deuxième semestre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on est sur une tendance de baissière ou est-ce qu'on risque de repartir? Comme dirait l'autre, si je le savais. Mon pauvre monsieur, ce serait chouette. Non, vous voyez le graphique, on vient de vivre des années absolument incroyables. Regardez le premier graphique sur la gauche, sur la longue période, on était globalement inférieur à 2% depuis une vingtaine d'années et on est passé de 2 à 5. Donc ça, c'était absolument monstrueux. Moi, la façon de l'exprimer, c'est toujours la même chose pour moi. C'est en 2022, les salaires ont couru derrière l'inflation. Avec une inflation extraordinaire, vous l'avez sur l'autre graphique. 2023, tout a baissé, tant mieux, on revient à une situation claire. On voit bien que le but du jeu, et je passerai la parole à Olivier tout à l'heure sur le sujet, c'est véritablement de continuer cette décélération. Est-ce qu'on sera à 2,5 en fin d'année? J'en sais rien. Je crois qu'on peut tous le souhaiter, mais c'est compliqué. Et comme Rodolphe, tu viens de le dire, on voit un certain nombre de prix administratifs, c'est comme ça, je crois qu'il faut le dire, qui vont repartir à la hausse, mais qui avaient permis précédemment de limiter les dégâts. En tout cas, je crois que c'est vraiment important. Vous vous souvenez, cette enquête, on l'a fait pour vous donner des billes vis-à-vis de vos COMEX, vis-à-vis de vos négociations. Et ça, je crois que c'est important que vous fassiez cet effort pédagogique avec vos interlocuteurs pour bien qu'ils intègrent l'ensemble de ces paramètres. J'étais sur une télé tout à l'heure et on me dit, mais c'est le verre à moitié vide ou c'est le verre à moitié plein? J'avoue que, en fonction de la façon dont vous voyez les choses, vous allez vous retrouver avec soit on va arriver à des niveaux d'augmentation sans faire de teasing qui sont supérieurs à 3%. Est-ce que c'est un verre à moitié plein? C'est super, on risque même d'être au-dessus de l'inflation. Ou est-ce qu'au contraire, c'est le verre à moitié vide parce qu'on va continuer la décélération et des salaires et des prix, et dans quelle mesure la décélération de l'un sera plus forte que l'autre. Vraiment, je crois que c'est prudence absolue et on verra la suite, mais je crois que c'est quand même un retour à la normale. Alors les prix, on a vu quand même structurellement, et ça on reviendra avec Olivier, que c'est essentiellement le post-alimentation qui a baissé depuis décembre 2022, mais qui a baissé également en décembre 2023. On a une légère remontée au global de 3,5 à 3,7. On verra si c'est conjoncturel. L'énergie a rebondi un peu de novembre à décembre en passant de 3 à 5,6, mais on est loin des 15% de décembre 2022. Et les services remontent. Donc ça nous fait 3,7 en IPC et 4,1 en IPCH. C'est pour mémoire. Vous le connaissez, ce tableau. On verra bien fin janvier si on assiste à une baisse à nouveau ou si la tendance de reprise de l'inflation du mois de décembre se confirme en début d'année.
Alors Philippe, la première chose qui sort de l'enquête, c'est la prévision des entreprises. Les entreprises tablent sur une inflation basse. Oui, je crois que c'est important parce que souvenons-nous tous, il y a 4 mois d'ici, on était toujours dans une logique d'inflation globalement un peu élevée pour 2024. Et quand on regarde, regardez, en gris, ce sont les courbes, si je puis dire, ou le bar chart de 2023, de septembre, et en rouge, c'est 2024. Sans rentrer dans les chiffres, vous les avez sous les yeux, vous voyez bien que la pyramide, elle est complètement différente. On en a une qui monte jusqu'à un maxi de 42%, entre 4 et 5%. Donc si vous faites la somme, ça veut dire que 49% des entreprises considéraient que l'inflation serait supérieure à 4%. Et regardez la situation aujourd'hui. Nous ne sommes plus que globalement une entreprise sur 10 à considérer que l'inflation sera supérieure à 4%. Ça, c'est un renversement, mais tout à fait, tout à fait significatif. Donc ça, je crois que c'est vraiment le sujet. Et je pense que dans les budgets que vous avez d'abord mis dans le contrôle de gestion et que vous allez négocier, on va retrouver ce virage. Enfin, là, c'est vraiment un virage très, très, très important. Et c'est toujours une inflation qui est perçue comme conjoncturelle. Et ça, c'est depuis le début. Ça se confirme, mais néanmoins, il y a beaucoup plus d'entreprises qui considèrent l'inflation comme étant conjoncturelle, comme l'inflation étant durable. La part d'entreprises qui considèrent que l'inflation sera durable n'est plus que d'un quart, de 25%. Donc il y a une constance dans la perception des entreprises. Et 2024, comme l'avait dit la BCE, semble être perçue comme l'année du retour à la normale au niveau de l'inflation. Donc continuité sur ces points d'appréciation. Alors Philippe, le climat social, finalement, ça bouge peu. Finalement, il n'y a pas vraiment d'alarmisme au sein des entreprises. Bravo à tous. Enfin, je veux dire, là, moi, j'ai envie de vous féliciter, tous les DRH qui est autour de la table, si je puis dire, parce que ça veut dire que vous avez réussi à proposer d'abord à vos directions générales des mesures qui étaient des mesures qui permettaient, je dirais, de contenir l'inflation et de contenir la hausse des coûts salariaux. Et d'un autre côté, vous avez réussi en responsabilité avec les organisations syndicales, et là aussi, merci aux organisations syndicales, de trouver des niveaux d'augmentation qui faisaient que, globalement, ce climat social, il n'est pas à ce stade, il n'a pas été, il faut dire les choses comme elles sont, en 2023, hyper tendu dans les entreprises. Donc moi, là, j'ai envie de vous donner un coup de chapeau parce que vous avez réussi à tenir la barre dans un moment qui était hyper incertain. Et quand on verra un peu après, je dirais, le nombre d'accords, le pourcentage d'accords conclus, on voit bien que, je dirais, vous avez à la fois bien négocié avec vos directions générales, vos directeurs financiers, ce qui n'est pas toujours la négociation la plus simple, et ensuite avec les organisations syndicales. Donc, reste une grande responsabilité du dialogue social dans les entreprises françaises. En arrière, en avant. Voilà. Alors voilà le point le plus intéressant, je pense, de l'enquête. On a interrogé les entreprises sur leur perception finalement du couple chômage-inflation. Et ce qui ressort, Philippe, c'est que quasiment les 2/3 des entreprises prévoient finalement une inflation plus faible et un chômage à la hausse. Donc, nous retournons à l'équation antérieure d'avant le Covid, finalement, où l'inflation n'était pas un sujet vraiment dans les entreprises, dans les NAO. Par contre, le chômage, avec tout ce que ça implique sur le recrutement, la fidélisation et les salaires d'embauche, redevient le principal sujet d'intérêt pour les entreprises. Donc, cette slide est assez claire. Vous envisagez véritablement une reprise du chômage et une inflation plus faible. Et c'est là-dessus qu'on va construire, que vous construisez finalement les hypothèses de gestion des ressources humaines et de politique de rémunération. Oui, là, le sujet, on l'a vu déjà arriver, il commence maintenant à être très, très structurant, c'est, je dirais, la baisse du nombre de recrutements. C'est-à-dire que vous étiez encore sur des volumes de recrutement très importants, et on est encore sur des volumes de recrutement importants, il ne faut pas se cacher, mais il n'empêche qu'on voit bien que ça commence à décélérer, et dans le couple qui est toujours le même, qui est le couple emploi-salaire ou inflation-chômage, c'est les deux grands couples quand même
de la macroéconomie, on voit bien qu'on est revenu, on a changé de damier, on est revenu sur inflation plus faible, chômage à la hausse, qui a été quand même le driver des 20 dernières années. Hein. Et on voit bien qu'on a l'impression de décélérer et de réatterrir sur quelque chose de plus connu. Ça ne va pas être facile à faire passer dans les entreprises, mais je crois que c'est important que dès à présent, vous puissiez appeler à la prudence et à la vigilance. Alors, dans les mots-clés, l'analyse qualitative qu'on a faite des mots-clés qui ressortent de vos réponses, c'est un peu le terme tension, tendu, tension au pluriel qui revient le plus. Attente également. Alors, les tensions, quelques phrases. Contexte de tension toujours importante sur le pouvoir d'achat. Contexte économique difficile pour les sociétés de distribution. On a également un dialogue social exigeant mais de bon niveau, avec une perception persistante d'une forte inflation et des niveaux d'augmentation moins forts. Donc un climat correct. Donc on a des tensions, mais on maîtrise quand même le climat social. C'est ce qui ressort de cette analyse quantitative. Les entreprises ont su faire face, et on le voit dans ce slide-là, Philippe, où quand même confirmation. Non, mais vraiment, je crois que c'est ça, c'est aussi un des points importants. Vous avez réussi, nous avons tous réussi par la négociation en entreprise à faire en sorte de trouver un bon équilibre. 73% des entreprises qui signent un accord, c'est jamais évident. Je suis d'ailleurs pas sûr qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on était dans ce type de proportion. Je pense qu'on était plus à 50-50 à l'époque, et qu'il y a de la part de tous une recherche d'accord. D'abord de la part des organisations syndicales, ensuite de la part des entreprises. Je crois qu'il y a une vraie demande d'accord social actuellement dans un monde, vous le savez bien, qui est compliqué. Et ça aussi, je crois que c'est un slide, n'hésitez pas à le montrer à vos directions générales pour montrer que la signature d'un accord, ce n'est pas une exception, c'est véritablement une tendance lourde qui permet de se protéger pour l'avenir. Et on ne l'a pas regardé cette fois-ci, mais c'était dans une précédente enquête. Moi, je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé. Quand 2 années de suite, par exemple, on était allé à 0, ou 2 années de suite, on était allé, je dirais, sur un non-accord, on s'apercevait que la 3e année était une année avec un conflit social majeur. Donc je crois que vous avez vraiment veillé à éviter ces conflits sociaux majeurs sur les salaires, parce qu'on sait qu'il y a d'autres motifs de conflit qui peuvent arriver. Et je crois que c'était important que vous puissiez maintenir cette relative harmonie à l'intérieur des entreprises dans un monde extérieur compliqué. Pour autant, on a toujours la question du tassement des grilles salariales, puisque l'on est à 15% de population qui est maintenant au SMIC du fait des revalorisations nombreuses, mais on n'a pas eu de coup de pouce au mois de janvier. On a quand même 54% des entreprises qui continuent à dire qu'elles sont confrontées à un tassement des grilles salariales des bas salaires suite aux hausses précédentes du SMIC, et 59% contre 74% lors de la précédente enquête qui disent préparer des réajustements ponctuels de certains niveaux, et 24% à l'ensemble de la grille. Donc on continue finalement à travailler sur les bas salaires pour évidemment les ajuster aux minima conventionnels, mais surtout éviter ce tassement démotivant pour les salariés qualifiés qui sont légèrement au-dessus. Donc là, on a toujours cet enjeu qui ne va pas se diluer en 5 minutes. C'est quelque chose qui va prendre du temps et qui ressort assez clairement de l'enquête. Alors, pardon, je vais trop vite. Excusez-nous, je vais trop vite. Nous allons maintenant avoir un temps d'échange avec Olivier Redoulez, directeur des études chez Rexecode. C'était Denis Ferrand qui fait l'honneur de venir présenter les prévisions macroéconomiques de Rexecode il y a 4 mois. Vous êtes directeur des études. Olivier, vous avez publié des articles qui ont attiré notre attention sur la conjonction de la durée du travail, la demande de pouvoir d'achat et la baisse de la productivité. Je vais vous citer parce que j'ai trouvé une de vos phrases assez stimulante. Vous avez écrit: on a en France une préférence collective pour le temps libre qui est inscrite dans la règle, mais par ailleurs, on voit bien que le sujet du pouvoir d'achat est aussi très important. Il y a aussi une forte demande de services publics, des dépenses publiques qu'il faut financer. C'est difficile à concilier à la longue. Alors j'ai envie de vous demander, mais comment faire face à autant d'injonctions paradoxales ? Oui, bonjour à tous.
Effectivement, ces injonctions paradoxales, elles sont difficiles à lever. Il y a une tentative qui a été faite l'an dernier, tentative qui a plutôt réussi, mais qui a laissé des marques, ça a été la réforme des retraites. La réforme des retraites, ce n'est rien d'autre que d'augmenter la quantité collective du travail dans l'économie sans faire travailler plus les gens sur une même année ou sur une même semaine. Bon, on voit bien que le levier de la réforme des retraites, on ne va pas pouvoir l'activer indéfiniment, et donc il faudra sans doute trouver d'autres moyens, en espérant que ce ne soient pas des moyens qui ont été bien souvent, trop souvent mobilisés par le passé, qui sont des leviers fiscaux. C'est-à-dire qu'il faut des ressources à un moment donné, il faut bien les trouver là où elles sont. On voit ce que vous voulez dire. Alors, on va aborder 4 sujets avec vous. Un diagnostic d'ensemble de l'activité, l'inflation et la politique monétaire, les risques d'un rebond de l'inflation qu'il ne faut pas écarter, puis un sujet que vous avez développé qui nous intéresse beaucoup, dont on parle peut-être pas assez, celui du lien entre les gains de productivité et les hausses de salaire. Alors, premièrement, où en sont les entreprises au niveau de leur trésorerie ? Alors oui, je pense que pour remettre un peu les choses en perspective, je pense qu'il est important de voir qu'il y a eu 2 changements qui sont produits, qui se sont vraiment accentués ces derniers mois dans la vie des entreprises. Un premier changement, c'est la montée des difficultés de financement ou de la montée de la question financement. C'est-à-dire on est sorti d'une époque où, pour être un peu trivial, l'argent coulait à flot, c'était les PGE, c'était les taux d'intérêt à zéro. Et là, on a eu un changement de paradigme ces derniers temps, et peut-être que le meilleur indicateur pour vous visualiser ça, c'est la trésorerie, l'opinion que les entreprises ont de leur propre trésorerie, parce que c'est une enquête qu'on voit ici, c'est de la Banque de France, et on voit que là, on se situe à un point qui est assez proche finalement de notre dernière récession hors Covid, qui était au début des années 2010. Donc on a une tension qui monte, et donc ces tensions, on peut très bien voir d'où elles viennent. Certes, les entreprises avaient des situations assez confortables fin 2022, mais la hausse des prix des consommations intermédiaires est passée par là, la hausse des salaires est passée par là, et puis par ailleurs, elles ont plus de mal à se refinancer ou en tout cas des conditions plus coûteuses. Alors, si on aborde maintenant le marché du travail, il y a quelque chose qui m'apparaît un peu contradictoire. C'est, vous dites d'un côté, modération des difficultés de recrutement, ce qu'on constate également dans notre enquête, mais pour autant des freins liés à la demande. Qu'est-ce que vous voulez mettre derrière ? Alors oui, ça c'est l'autre grande modification d'environnement, l'autre changement de paradigme, c'est que la demande redevient un problème. C'est-à-dire la faiblesse de la demande adressée aux entreprises. Ce n'est pas du tout un sujet, par exemple, en sortie de Covid, où on voyait même qu'on était un plus bas en termes de... Les courbes de difficulté de demande déclarées par les entreprises sont des courbes pleines sur ce graphique, orange pour les services, bleu pour l'industrie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait atteint un plus bas. C'était vraiment pas un souci, la demande. Fin 2021, début 2022, les entreprises dans certains secteurs croulaient sous des carnets de commandes qu'elles n'arrivaient pas à honorer, ou en tout cas sur lesquels elles mettaient du temps à honorer. Là, ça a changé. On a une augmentation des difficultés de demande, notamment dans l'industrie d'abord, mais on voit que dans les services, ça commence à se faire un jour, parce que les consommateurs, notamment, ont rétracté leurs achats. On l'a vu notamment pour la consommation alimentaire. Par ailleurs, dans un certain nombre de secteurs, les tensions de recrutement restent importantes. Alors, c'est très variable, il y a beaucoup d'hétérogénéité, mais quand on regarde les niveaux, alors ce sont des enquêtes, donc c'est pas des... toujours se pose la question du point de référence du répondant, qui est du sondé, mais on voit qu'elle reste à un niveau relativement élevé, ce qui peut traduire en fait des situations très hétérogènes, avec des secteurs où il y a vraiment, sur des compétences précises, des difficultés à recruter, et puis après d'autres secteurs où il n'y a plus du tout de difficultés de recrutement. Très hétérogène. Alors, dans les chiffres clés, moi, ce qui m'a frappé, c'est la dégradation de l'emploi et l'investissement pour 2024. Absolument. Donc la résultante de ces 2 facteurs, donc, c'est-à-dire que les entreprises font face à moins de trésorerie, des conditions de financement plus complexes, et d'autre part, la demande en face se fait moins certaine, moins dynamique, mais ça pose la question de comment elles vont continuer à croître. On sait bien que la grande surprise jusqu'à l'été 2023, globalement, c'était le dynamisme du marché du travail et le dynamisme de l'investissement. Ça a surpris beaucoup d'économistes, moi le premier. On était toujours étonnés de voir l'emploi et l'investissement croître aussi vite. Nous, nos prévisions pour l'année 2024, c'est une contraction des deux.
Ce sont des prévisions qui sont assez consensuelles parmi les économistes, même s'il y a des degrés différents, certains sont plus ou moins optimistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une baisse de l'emploi? L'emploi, c'est un solde. Ce qu'on fait, c'est une prévision de solde. Ça ne veut pas dire que les embauches vont forcément disparaître. Il y a bien sûr beaucoup d'embauches qui vont continuer, mais le solde entre les embauches et puis les départs ou les licenciements va devenir négatif. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à voir dans certains secteurs, notamment la construction. Bon, l'investissement en logement, tout le monde le voit déjà sous ses yeux. Ce qui sera nouveau, c'est l'investissement productif des entreprises, c'est-à-dire que là, on voit qu'elles ont massivement investi. Le taux d'investissement, c'est-à-dire la part des dépenses d'investissement sur leur valeur ajoutée, a atteint un record. On est un record historique. Bon, ce n'est pas complètement inhabituel qu'on ait des situations où elles ont des inquiétudes sur leurs demandes et aussi où les conditions de financement se détériorent, où elles modèrent un peu leur investissement. On ne met pas une franche baisse en prévision. Et là aussi, c'est comme pour l'emploi. Certains investissements vont continuer. Quand on a interrogé les entreprises dans l'enquête que l'on mène avec BPI France, les investissements dans la décarbonation, des économies d'énergie sont maintenus. Mais par contre, il y a d'autres investissements qui vont être revus à la baisse. Très bien. Alors, voilà l'inflation. L'inflation, on voit bien la tendance à la baisse. Ça serait intéressant de voir la composition, finalement, la contribution des différents postes là où nous sommes rendus à fin 2023. Oui, absolument. L'intérêt de ce graphique, c'est le glissement annuel, donc l'inflation, glissement annuel de l'indice des prix à la consommation, et on voit la contribution de chaque grande composante. Et c'est intéressant dans ce graphique parce qu'il raconte l'histoire du choc inflationniste. On voit d'abord la première bosse en bleu, c'est le choc énergétique, puis après en orange, c'est le choc alimentaire, et ces deux chocs ont tendance à se résorber de manière assez nette. Et puis après, on a un troisième choc, c'est le vert et le gris, c'est les composantes un peu plus structurelles de notre économie, c'est les produits manufacturés, c'est les services. Alors là, elle reste encore importante, mais quand on mesure l'inflation à son rythme instantané, c'est-à-dire le taux de croissance sur les 3 derniers mois, l'indice sous-jacent, le cœur de l'inflation, est déjà sous les 2% en fait. Donc on a vraiment une désinflation qui est assez rapide. Très bien. Et donc, vous dites finalement, cette boucle prix-revenu s'est dénouée au troisième trimestre 2023. Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous arrivez à cette conclusion? Oui, absolument. Alors, l'intérêt de cette planche ici, c'est de voir justement pas les prix côté consommation, mais prix côté producteur, c'est-à-dire voir finalement ce qui se passe en sortie d'usine ou en sortie d'entreprise et de voir quels ont été les facteurs dans le compte d'entreprise qui ont été finalement les moteurs de l'inflation. Et là aussi, on voit l'historique, on voit en orange l'importance, à un moment donné, le choc des consommations intermédiaires, c'est le choc des coûts, c'était le premier mouvement de cette vague inflationniste. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle les revenus, c'est quoi? C'est les coûts salariaux unitaires et les marges unitaires qui avaient d'abord été modérés à la baisse, c'est-à-dire au début, les marges avaient pris le choc de l'inflation en 2021. 2022-2023, on a eu une restauration des marges, on a eu aussi un petit peu de rattrapage sur les coûts salariaux. Mais aujourd'hui, si on regarde la toute fin de période, on est plutôt, la résultante est à la baisse. Et on est sur des variations très faibles. Et donc, c'est ça aussi qui nous permet de dire que la désinflation est bien lasse. Très bien, ça confirme effectivement le diagnostic. On va quand même parler un peu de ce qui caractérise la France par rapport aux États-Unis et la zone euro. C'est toujours une propension forte à épargner. Comment on l'explique? Alors, comment on l'explique? Peut-être avant de parler comment on l'explique, peut-être de voir les conséquences, c'est-à-dire que c'est là derrière qu'il y a une des explications sur notre désinflation assez rapide. C'est-à-dire qu'en fait, les ménages français, encore plus que les ménages européens, ont réagi au choc inflationniste en épargnant davantage, ce qui a été le contraire du côté des ménages américains. On voit tous que les trois zones, on a eu de la surépargne pendant la crise de Covid. Cette surépargne, les ménages américains l'ont utilisée pour soutenir leur consommation face à un choc inflationniste de nature complètement différente qu'en zone euro par ailleurs, alors que nous, les ménages, et là j'en viens à l'explication, c'est une hypothèse, mais notre hypothèse, c'est que les ménages ont cherché à préserver leur patrimoine réel. C'est-à-dire qu'ils ont vu
L'inflation a augmenté, ils ont cherché à préserver leur patrimoine liquide et en se disant que c'était finalement leur consommation future. Donc il y a eu une réaction en Europe et en France notamment à épargner davantage et qui s'est traduit par moins de consommation, moins de demande et donc de la désinflation. Très bien. Donc, on en revient à l'évolution des prix. Les chefs d'entreprise sont très réalistes. Ils anticipent une baisse de l'inflation à un rythme modéré. En tout cas, ils sont tout à fait calés sur les prévisions de la BCE. Moi, j'ai envie de vous poser une question quand même. On entend à la radio tous les jours maintenant avec les augmentations des prix d'électricité. Est-ce qu'on n'est pas vers un rebond finalement de l'inflation du fait de la sortie du bouclier tarifaire ? Alors la sortie du bouclier tarifaire, effectivement, ça va soutenir sans doute un petit peu plus l'inflation que nous l'avions anticipé, mais par ailleurs, les grands facteurs de coût sont stables. Si on regarde le pétrole, si on regarde d'autres facteurs, ça risque surtout de ralentir la remontée de la consommation. Et donc ça risque de peser sur les prix des autres secteurs. C'est-à-dire qu'on voit bien que le potentiel d'économie d'énergie d'un ménage, il n'est pas infini, ou d'une entreprise par ailleurs, parce que cette hausse va toucher les entreprises. Et donc, ça risque juste de resserrer la demande des autres secteurs, mais sur l'inflation d'ensemble, il risque de ne pas y avoir forcément trop d'effet. Donc, ça ne remet pas en question l'anticipation des chefs d'entreprise par rapport à l'inflation. Très bien. Alors maintenant, le pouvoir d'achat. On a plusieurs courbes. Il y a quand même un écart finalement entre le salaire moyen par tête et puis l'indice des prix. Quelque part, malgré tout, les prix augmentent plus vite que les salaires, y compris si on y met les primes dedans. Absolument. Alors c'est quelque chose en fait qui distingue cette période post-Covid de la période pré-Covid, c'est-à-dire qu'on a un retard des salaires sur les prix. Quand on regarde ce qui se passait sur la décennie précédente, on avait quand même la courbe verte qui avait augmenté, c'est les prix qui avaient augmenté moins vite que les salaires. Que l'on regarde l'indicateur de salaire mensuel de base ou l'indicateur du salaire moyen qui intègre les primes. Cet écart que l'on observe post-Covid, il subsiste, je dois dire, malgré le fort rattrapage salarial qu'il y a eu. Alors, il y a un effet de décalage parce qu'on sait bien qu'on a eu un choc inflationniste qui est un choc d'origine importée et c'était assez naturel que les prix augmentent avant les salaires. La question c'est dans quelle mesure ce rattrapage va se faire. Quand on a fait notre analyse à l'automne à Rexecode, on a vu que la perte de pouvoir d'achat concentrait sur tous les cadres, surtout pas tellement, alors on sait bien que pour les salariés au SMIC, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat par construction. Pour les employés et les ouvriers, le pouvoir d'achat a été relativement protégé. Donc on a une perte de pouvoir d'achat qui concerne surtout les salariés intermédiaires ou les cadres. Mais celle-ci peut être très hétérogène entre secteurs. En fait, on voit bien que selon le secteur, il y a eu déjà des ajustements différents. Donc les cadres sont les principales victimes finalement de cet épisode inflationniste, malgré l'augmentation des augmentations générales dont l'enquête a pu montrer qu'ils ont été étonnamment bénéficiaires, mais ils ont quand même finalement été les principales victimes. C'est ce que l'on voit dans les données de salaire mensuel de base, mais qui s'arrêtent au troisième trimestre. Donc il y a encore des choses à étudier au centre. Bien sûr. Voilà. Alors, dernier sujet sur lequel on aimerait avoir vos lumières, c'est qu'on constate un décalage entre l'évolution des salaires réels et la productivité et que ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a structurellement, finalement, pas assez de gains de productivité pour financer une hausse de salaire gagée sur quelque chose de tangible. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette analyse ? Pourquoi y a-t-il moins de gains de productivité ? Et qu'est-ce que ça peut donner si ça se pérennise et qu'on augmente les salaires davantage que les productivités ne le permettraient? Oui, il y a deux écarts qui sont apparus dans cette période post-Covid. On parlait de l'après-Covid, qu'est-ce que ce serait? Mais ça, c'est de l'après-Covid, on ne voyait pas ça avant. C'est-à-dire, une part, comme vous le dites, une baisse de la productivité, qui est pour une large partie inexpliquée, même si on peut y mettre dedans l'apprentissage et l'enrichissement de la croissance en emploi. Et puis, cette déconnexion entre salaire réel et productivité. Si on regarde l'historique dans cette courbe de ce graphique qui commence à 2000, on voit bien que les deux sont assez parfaitement corrélés sur longue période, mais les écarts apparaissent en période de récession.
Donc nous, notre scénario, mais je pense qu'il est celui d'autres instituts économiques, c'est qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait convergence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une déformation pérenne du partage de la valeur des entreprises. En tout cas, on n'a pas observé ça depuis les 3 ou 4 dernières décennies. Toute la question, c'est comment cette convergence va se faire. Notre hypothèse, c'est que, et c'est là où on revient à notre prévision d'emploi, c'est que ça va se faire en partie par des gains de productivité. Et les gains de productivité, malheureusement, ça va aussi passer par une croissance moins dynamique de l'emploi. Et ça va aussi se faire par de la modération salariale. Modération salariale qui est, c'est une vision moyenne, tout ça. Donc la macroéconomie, c'est un peu la science des moyennes. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises où il n'y aura pas du tout de modération salariale. Ils vont opérer des gains de productivité. Mais dans les entreprises qui font face à un déficit de productivité, il faudra réaliser des ajustements, soit par la masse salariale, soit par la masse salariale, donc soit par les salaires, soit par l'emploi. Très bien, merci, c'est très clair. Philippe, tu veux réagir à ces brillantes analyses d'Olivier ? Non, je crois que c'est vraiment merci Olivier et merci aux équipes de Rexecode de travailler avec nous et d'accepter de travailler avec nous. C'est un privilège de bosser avec vous. Je crois que c'est vraiment important, et là je m'adresse à tous mes petits camarades DRH, parler aussi de tous ces sujets-là avec vos directions générales, avec les organisations syndicales. C'est probablement un peu complexe, mais vous voyez, toute l'explication de ce qu'on vit après et de ce qu'il va falloir porter en termes d'action. Je crois qu'on est dans une situation qui se renormalise. Attention à la productivité, attention au dérapage. Voilà, ça va vraiment être un des sujets. Et donc, je veux dire, la synthèse de tout ça, ça va véritablement être comment vous adressez des budgets et comment vous faites en sorte que, avec les organisations syndicales en particulier, vous arriviez à trouver des points d'équilibre. C'est vraiment l'un des enjeux, je pense, que des 2 prochaines années, ça va être que sont les nouveaux points d'équilibre dans ce couple entre finalement l'emploi, le développement de carrière et les salaires. Et peut-être aussi parler davantage de productivité aux salariés, aux dirigeants, au comité exécutif, comme tu dis, parce que c'est quand même le sous-jacent clé qui détermine tout le reste. Et finalement, on n'en parle pas tellement dans les communications d'entreprise ou dans le dialogue social. C'est quelque chose qu'on mesure peut-être pas assez, ou en tout cas a posteriori, mais qui est quand même fondamental dans la mesure où on ne peut pas financer des salaires si on n'a pas fait les gains de productivité qui viennent avec, et l'avènement de l'intelligence artificielle nous ouvre des horizons aussi sur ce plan. Comme disait André Bergeron, quand il n'y a pas de grain à moudre, c'est pas facile de négocier. Donc Exactement. Le seul moyen d'avoir du grain à moudre, c'est de faire de la productivité. Je crois que ça, c'est vraiment, après, il ne faut pas mal le prendre, mais je crois que c'est vraiment important. Et les salariés le vivent au quotidien, il faut vraiment dire la vérité. Alors, est-ce qu'il y a des questions à notre invité de Rexecode ou des chats que je n'aurais pas vu passer pour comment vous réagissez? C'est quand même une conjoncture qui est un peu plus sombre, avec une dégradation du marché de l'emploi, une réduction de certains investissements, et donc il y aura forcément des conséquences sur les politiques salariales. Est-ce que quelqu'un a envie de profiter de la présence d'Olivier Rodoulès pour poser des questions ou réagir directement ? On continue. Je pense que vous êtes impatient de voir la suite. Voilà, merci, je crois que, voilà. Merci et Olivier, vous verrez, Olivier, il y aura de nous avoir éclairé. C'est maintenant que nous allons parler du sujet suivant, c'est-à-dire le lien entre le marché de l'emploi et les salaires, les recrutements. Le message, c'est qu'on continue dans les entreprises à être confrontés à des difficultés, mais on a en sous-jacent un contexte de l'emploi qui change beaucoup. Alors, je salue l'arrivée de Ludovic Wolf, qui va nous éclairer aussi sur ces sujets. Mais d'abord, peut-être mettre en avant un point qui est assez important et qui nous a surpris dans les résultats de cette enquête. Nous avions 56% des entreprises lors de la précédente enquête qui déclaraient avoir des difficultés de recrutement. Et c'était 57% en avril 2023. Et ça correspondait évidemment à ce que tout le monde constatait dans les entreprises. Et puis là, en 3 mois, très rapidement, les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement ne sont plus que 23%. Donc c'est une baisse
très très importante qui nous interpelle. Ça veut dire, la traduction immédiate de ce que les macroéconomistes annoncent, les entreprises sont beaucoup moins nombreuses à être confrontées à des difficultés de recrutement. Mais là où l'équation devient encore plus complexe, c'est que malgré tout, une entreprise sur deux continue à avoir des problèmes d'attractivité sur les salaires. Et ça, on est dans les mêmes eaux que les précédentes enquêtes. Donc, il y a peut-être moins de difficultés de recrutement, mais pour autant, les secteurs qui ne sont pas attractifs ne le sont toujours pas et doivent faire face à une difficulté à recrutement, à moins d'augmenter les salaires d'embauche. Et sur ce point-là, sur les salaires d'embauche, eh bien, les difficultés de recrutement continuent à entraîner des augmentations des niveaux de salaire. On était à 78% lors de la précédente enquête qui déclarait avoir besoin d'augmenter les niveaux de salaire à l'embauche, et on est toujours dans ces eaux-là, à 77% dans cette enquête de janvier. Donc on n'a pas d'évolution sur ce point, et les secteurs qui sont les plus impactés par ces nécessités d'augmenter les salaires d'embauche, ben c'est toujours la même chose. On a les métiers de l'IT, dans des métiers porteurs et avec des compétences rares. On voit apparaître la finance et on voit maintenir un certain nombre de postes à forte technicité dans certains secteurs. Donc là, il y a une vraie stabilité. Donc cette moindre difficulté à recruter pour les entreprises, finalement, ne se traduit par aucun changement opérationnel puisqu'on a des problèmes d'attractivité et on a besoin d'augmenter les salaires à l'embauche. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution. Et dernier point, c'est de côté maintenant des salariés et de leurs représentants. Ils sont bien conscients de la nécessité du rattrapage du pouvoir d'achat des 2 dernières années, puisque là, on a une augmentation de cette demande, d'une pression pour indexer les salaires sur les prix. On est passé de 38 à 50%. Donc, nous arrivons à une situation où, objectivement, l'inflation baisse. Donc, ça justifierait évidemment des budgets à la baisse. Mais pour autant, les entreprises qui sont tournées vers l'avenir, vers ce qu'on annonce pour 2024, sont confrontés à des représentants des salariés qui disent « Attendez, là, ça fait 2 ans que l'on perd du pouvoir, que certains salariés dans certaines entreprises, parce que ce n'est pas bien sûr une généralité, perdent du pouvoir d'achat. » Et donc c'est effectivement, là on met le doigt sur la principale difficulté des entreprises face au NAO 2024. Et un dernier point qui me semble assez intéressant à signaler, c'est qu'on aurait pu imaginer que ce retournement ou ce début de retournement du marché de l'emploi se traduirait par de moindre nombre de démissions dans les entreprises et des départs volontaires. Finalement, on a toujours 47% d'entreprises qui considèrent qu'elles vont être confrontées à des départs volontaires de salariés. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'évolution du marché de l'emploi et la perception qu'en ont les salariés qui continuent à penser qu'ils peuvent facilement donner leur démission pour faire autre chose ou trouver un autre emploi ailleurs. Et donc cet ajustement entre la situation réelle de l'emploi et la perception des salariés, je pense qu'il va se faire assez vite. Pour le moment, on n'y est pas. Donc on a un décalage. Finalement, la macroéconomie est en avance sur les pratiques du marché de l'emploi, sur les représentations des salariés et sur l'état d'esprit des représentants du personnel. Conclusion, il faut communiquer. Il faut remettre le logiciel à jour dans l'esprit des parties prenantes. 2024 ne se présente pas du tout de la même façon que 2023 parce que le marché de l'emploi retrouve des difficultés et le taux de chômage va augmenter. Donc on verra bien dans la prochaine enquête comment ça va s'ajuster, mais il a fort à parier que ça va s'ajuster. Voilà, Philippe, un mot sur ces données liées au marché de l'emploi et au salaire ? Non, je crois que, tu l'as dit, ça va vraiment être, il va falloir être extrêmement attentif au premier semestre 2024, à la fois sur vos volumes de recrutement, sur la sélectivité, et on voit bien, si je caricature, on vient de vivre 2 années, si vous vouliez être augmenté de 5%, restez dans votre entreprise, si vous vouliez augmenter de 15%, changez d'entreprise. Voilà. Donc là, la question, c'est quel va être le double questionnement. Pourquoi rester, comment rester. Et je pense que ce qui est important, et on le voit, je vais juste faire une incise, et vous avez vu que beaucoup d'entreprises de la métallurgie, plus que précédemment d'ailleurs, ont participé à l'enquête. Je crois que ce qui vient de se passer dans la métallurgie, sur une nouvelle convention collective, un nouveau type de classement des emplois, des métiers et ainsi de suite, va avoir un impact important.
et pas seulement dans la métallurgie, mais véritablement dans la gestion de carrière des salariés en France. Et je crois que c'est 2024 peut être, si au-delà de la métallurgie, d'autres branches rentrent dans ce type de nouvelles formules, si je puis dire, de gestion de carrière, ça va être extrêmement important pour vous, nous les DRH, de trouver de nouveaux modes de gestion je veux dire des carrières, en l'appelons comme on veut, de vos salariés sur le moyen terme. Sinon, on va se retrouver en permanence dans une logique qui est celle-là, grosso modo, une entreprise sur deux confrontée véritablement à des vagues de départ. Je crois qu'il va falloir qu'on change, nous, notre logiciel de gestion sur ce sujet. C'est vraiment un point important à intégrer pour évidemment l'ensemble des DRH, mais surtout les dirigeants. Vraiment, il se passe quelque chose entre post-Covid, télétravail, nouvelles formes de travail et ce qu'on voit arriver qui s'adapte en matière de contrat collectif, qui est quand même la base des conditions d'emploi dans l'entreprise. Il y a un truc là qui est en train de se passer. On verra dans un an ou deux comment on aura avancé. Mais moi, je fais le pari, et je le dis ce matin, qu'il y a véritablement un tournant qui est en train de se passer. Tout à fait. Redonner des perspectives de carrière, des règles de reconnaissance qui reposent sur les compétences ou sur des principes que sont ceux que les entreprises mettent en avant et qui donneront la règle du jeu pour les évolutions salariales et sortir d'une logique d'automatisme ou de rattrapage. C'est peut-être ça véritablement le sens de l'histoire pour faire d'une politique de rémunération dynamique et qui réponde aux besoins des entreprises. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Alors, nous arrivons, Ludovic, au cœur de notre présentation, les budgets. Les budgets, je rappelle quand même d'où nous partons. S'il veut bien passer, voilà. On a eu des budgets qui ont explosé il y a fin 2022, 2023. Mars 2023, on était à 4,5. Et finalement, on a appris que le montant finalement des augmentations consenties sur l'année 2023 était supérieur à la prévision, puisqu'on n'était pas loin de 5%. On a constaté dans notre enquête de septembre que la baisse était amorcée, puisqu'on passait à 3,8 et 4% en médiane, 3,8 en moyenne, 4% en médiane. Et que nous dit l'enquête qu'on vient de sortir? C'est que cette baisse se poursuit, lentement mais sûrement, avec cette fois 3,6% en moyenne et 3,5% en médiane. Donc, finalement, c'était attendu d'une certaine manière, cette évolution, Ludovic. Alors c'est attendu, mais elle réserve quelques surprises. Peut-être que certains auraient vu ce chiffre un petit peu plus bas en fonction des hypothèses de diminution d'inflation sur 2024. Il faut rappeler aussi que les NAO ne se passent pas toutes au même moment. Donc ça, c'est un élément important dans la perception des entreprises. Et ce qui va être important de voir aussi, c'est comment ça se passe au niveau des cadres et des non-cadres sur les AG et les AI. Parce que c'est là où il y a un petit peu le juge de paix. On a vu des phénomènes assez curieux où les non-cadres étaient un peu les variables d'ajustement, puisque les cadres bénéficiaient d'augmentations générales assez fortes. Que nous ont dit les entreprises aujourd'hui? Quelle est la tendance? Et est-ce qu'on avance un petit peu sur un schéma différent ou une nouvelle voie par rapport à ce que les entreprises nous ont dit en septembre 2023? Alors regardons peut-être les assemblées, les AG. Pardon, j'étais un peu vite. Avant peut-être de passer sur les chiffres, essayons de voir s'il y a des variations entre les secteurs. Je ne le vois pas finalement de manière décisive. Selon les secteurs, on est à plus ou moins 0,2 points de la moyenne de 3,6. Il y a une exception, c'est le secteur des transports. Peut-être quelqu'un pourrait-il nous expliquer pourquoi la générosité est plus forte dans le secteur des transports? Est-ce que c'est un effet JO pour obtenir la paix sociale en vue des événements estivaux? Néanmoins, on est entre 3,8 et 3,4 avec une moyenne à 3,6, donc il n'y a pas véritablement grand-chose de notable à noter, enfin à constater sur ce point. C'est la même chose pour ce qui concerne les différentes tailles d'entreprises. Un peu plus de budget pour les entreprises de 50 à 200, un peu moins pour les entreprises de 500 à 1000, mais pour la population qui nous concerne, puisque 3/4 des répondants à notre enquête ont plus de 1000 salariés, on est bien à 3,6. Donc pas vraiment grand-chose de significatif dans ces évolutions sectorielles. Par contre, ce qui nous intéresse, et tu l'as dit Ludovic, c'est la question de la répartition des budgets avec les augmentations générales d'abord et les augmentations individuelles ensuite. Alors que constate-t-on? Alors je propose de commencer par la population cadre. Donc ce que l'on voit, c'est que les prévisions de janvier 2024 pour les AG 2024
sont en moyenne pour les cadres de 1,9%. Et je pense qu'il faut rapprocher ce chiffre de ce que les entreprises nous ont dit en septembre 2023, c'est-à-dire des AG de 2,3% pour les cadres. Et donc, on est presque à 0,5% d'écart, hein, avec une diminution, donc 0,4, presque 0,5% d'écart. Et ici, chez Elixir, nous la trouvons assez sensible. Assez sensible, ça c'est un élément important. Par ailleurs, ce qui ne figure pas sur cette slide, mais qui est intéressant, je crois, à partager aujourd'hui, c'est que nous avons 32% des cadres dans cette enquête qui vont bénéficier de ces AG, contre 54% en septembre 2023. Donc en fait, tout se passe comme si, d'une part, il y avait moins de cadres qui étaient éligibles aux AG, et d'autre part, ils sont éligibles pour des montants de plus en plus petits. Voilà. Je crois que c'est le grand enseignement qui est à retenir sur cette slide en termes de prévision d'AG 2024 pour les cadres par rapport à notre dernière enquête. Et ce qu'on voit également, c'est que, certes, il y a une diminution pour les non-cadres, mais on pourrait presque parler de relative stabilité quand on passe de 2,7 à 2,5. Donc ce qui est vrai pour les cadres ne l'est pas pour les non-cadres. C'est le deuxième enseignement qui est important sur ces AG. Et donc je crois qu'on peut tirer un début de conclusion ici, qui est de dire on revient à la normale doucement. Hein. On n'était pas sur des niveaux de 1,9% dans le passé. On a une tendance, on a une trajectoire, on a une projection qui est de revenir à la normale pour les cadres. Ça, je crois que c'est l'enseignement de l'enquête. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors regardons sur les augmentations individuelles, parce que là aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, et je fais toujours cette dichotomie cadre-non-cadre. Vous avez 2,7% pour les cadres en AI 2024 contre 3,1% en septembre 2023 en prévision 2024. Donc là aussi, on a une baisse qui est également de 0,4%, presque de 0,5%. Donc des augmentations individuelles qui sont en diminution pour les cadres, comme les budgets d'augmentation générale. Mais regardez les non-cadres, c'est presque les non-cadres qui nous intéressent ici. On passe de 1,4% dans l'enquête de septembre 2023 à 1,9% dans notre enquête de janvier 2024. Et donc ça signifie ici que peut-être les entreprises veulent donner un petit coup d'accélérateur pour les non-cadres sur les budgets d'augmentation individuelle. Et donc je pense qu'en filigrane derrière, il y a l'idée de revenir un peu plus sur du mérite, de l'individualisation de rémunération pour des populations non cadres et pas uniquement pour les populations cadres. Ça, je crois que c'est important. C'est le deuxième effet ou le deuxième intérêt de ce que nous ont dit et de ce qu'ont partagé les entreprises avec nous. Non, c'est très important. Est-ce que dans la salle, il y a des réactions? Parce que je pense que vous êtes directement concernés. Moins de cadres bénéficiaires d'AG avec des montants plus bas et plus de non-cadres bénéficiaires d'AI. Et puis, bien sûr, 80% des non-cadres qui bénéficient d'AG comme toujours. Bien sûr. Donc, on revient à une certaine normalité. Salaire au mérite, payer la performance, ce qui correspond finalement à la philosophie des rémunérations qu'on avait vu remise en question pendant la période du post-Covid. Je pense qu'on peut se réjouir de cette évolution et ça rejoint ce que disait Philippe sur la nécessité de réasseoir des politiques qui donnent des perspectives et qui soient fondées sur des critères liés à la compétence et au mérite. Donc un retour à la normale pour 2024 dont on verra les conséquences très vite. Alors, l'autre sujet, c'est toujours l'égalité femmes-hommes. On interroge toujours savoir si finalement, est-ce que ça va être la variable d'ajustement? Oui. Alors là aussi, c'est une slide qui est intéressante. Il y a une donnée que je dois rappeler qui ne figure pas sur cette slide, c'est qu'en décembre 2022, nous indiquions que 42% des entreprises avaient un budget spécifique pour rattraper les salaires entre femmes et hommes. Qu'est-ce qu'on voit en avril 2023? C'est le premier camembert sur la gauche. C'est que ce 42 devient 39%. Qu'est-ce qu'on voit en septembre 2023? Le 39% devient 35%. Et donc, en fait, on a eu 3 enquêtes qui nous ont montré une diminution consécutive des budgets permettant de rattraper les écarts salariaux entre femmes et hommes. Ça, c'est important. Et regardez le dernier camembert sur la droite. Eh bien, cette diminution est stoppée et on a même une légère relance puisqu'on passe à 36%. Et ce que vous avez aussi sous le camembert, c'est que le budget d'augmentation est de l'ordre de 0,5% contre 0,3% précédemment. Ça, c'est un enseignement qui est important parce que, regardez le titre, on pense qu'il y a 2 effets qui viennent jouer sur cet élément-là. Le premier, c'est que la directive sur la transparence des rémunérations, qui est faite en réalité transparence pour réduire les écarts, ce n'est pas la transparence en soi, c'est le moyen pour réduire les écarts, eh bien ça a percolé. Donc ça date du 17 mai
2023, mais on en parle beaucoup sur la place, on en a beaucoup parlé à nos clients, et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être dans le radar des DRH et des head of Compenben. Le deuxième élément également qui est important, je l'avais rappelé dans notre dernière session du Club REM+, c'est que la jurisprudence n'attend pas. Vous avez une décision du 26 octobre 2023 qui condamne une société à 800 000 euros d'indemnité à verser pour discrimination sur des bases d'écart de salaire entre des femmes et des hommes. Vous avez une décision du 8 mars 2023, donc encore l'année dernière, cette fois-ci de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui dit entre le principe de l'égalité, de respect de la vie privée et le principe de l'égalité de traitement, eh bien, proportionnellement, je préfère le principe de l'égalité de traitement, et donc je donne droit à une salariée de bénéficier des fiches de salaire de ses collègues masculins pour vérifier s'il y a discrimination ou non. Alors qu'on aurait pu dire le respect de la vie privée est un principe intangible. Voilà. Et donc le curseur, merci Philippe, se déplace. Donc je crois que ça c'est important. Ce qu'on avait dit également, c'est que cette relance un peu des budgets qui sont là pour combler les écarts ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut reprendre les bases. Il faut d'une part préparer le terrain en indiquant à ses salariés, à ses managers, à ses organisations syndicales qu'on peut être fier de sa politique de rémunération parce qu'elle répond à des objectifs globaux qui sont ceux du salarié, de son conjoint, de ses enfants, mais quelquefois aussi à des objectifs sociaux-sociétaux. Donc il faut être fier, il faut que les entreprises soient fiers de leur politique de rémunération, et c'est très largement le cas. Il vaut mieux communiquer avant d'aller chercher à traiter un cas individuel de discrimination. Et puis après, vous avez aussi quelques entreprises avec lesquelles on travaille qui commencent à se dire mais il y a combien d'articles dans cette directive sur la transparence sur lesquels nous devons être clean. Et donc c'est pas mal de faire une checklist de l'ensemble des éléments qui sont dans cette directive et de dire j'y suis pas, ou j'y suis partiellement, et quelle action je vais prendre. Donc en aucun cas, je dirais, une augmentation d'un budget de rattrapage entre les femmes et les hommes suffit. C'est un bon départ, il fallait le faire, après 3 baisses consécutives, mais il y a encore du chemin. Merci beaucoup. Alors, on va aborder maintenant un autre sujet qui est important, c'est la prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur avait pris très rapidement une place conséquente dans les NAO. Et là, c'est un deuxième motif de surprise après le retournement des difficultés de recrutement qui apparaît très clairement dans cette enquête. Première observation, il n'y a plus que 12% des répondants qui envisagent de verser une prime de partage de valeur en 2024. Premier enseignement, on est passé de 56% à 12%. Donc une réduction très importante d'entreprises qui envisagent d'utiliser la prime de partage de la valeur. Deuxième enseignement, le montant envisagé est fortement à la baisse, puisque en 2023, on a atteint des montants moyens d'à 1 135 € et nous sommes maintenant dans des prévisions à 785, donc une baisse conséquente et très variable selon les secteurs, du simple au double entre la métallurgie à 600 et l'ingénierie et le conseil à 1200, donc une forte polarisation des secteurs d'activité quant à l'utilisation de la prime de partage de la valeur. Alors ça nous amène à poser 2 questions. Est-ce que la prime de partage de la valeur a fait son temps ? Finalement, elle a été créée en août 2022 parce que c'était un adjuvant pour faire passer un certain nombre de mesures salariales que les augmentations salaires ne suffisaient pas. La prime avait cette vertu. Maintenant qu'on est revenu à une situation d'inflation plus normale, on a peut-être moins besoin de cette prime, d'ailleurs mal nommée, la prime de partage de la valeur. Donc c'est peut-être le signe qu'elle a fait son temps. Et deuxième question que cela soulève, est-ce que la loi sur le partage de la valeur de fin novembre 2023 n'a pas déjà tué la prime de partage de la valeur en maintenant ses avantages fiscaux et sociaux aux entreprises de moins de 50 salariés et pas aux entreprises de plus de 50 salariés? On ne sait pas quelle est la réponse, mais on constate déjà très brutalement, très rapidement, une moindre appétence pour la prime de partage de la valeur. Réaction. Juste un mot, c'est exactement ce que Rodolphe vient de dire, c'est-à-dire qu'elle a été créée, souvenons-nous, pour aider les entreprises à aller aux 6% d'inflation en 2022 versus les augmentations de salaire. Et souvenons-nous aussi, dans la pratique, elle a souvent été utilisée
de manière unilatérale par les entreprises, parfois à travers des accords, si vous me permettez l'expression, pour enjamber une année. C'est-à-dire que quand la négociation qui avait été menée en début d'année ou en fin d'année paraissait in fine insuffisante au regard, je dirais, des demandes des salariés, finalement, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait en place une prime de partage de la valeur. Donc, dans une période de moindre inflation, dans une période où il y a des incertitudes, on voit bien que, je dirais, sur le principe, elle est plutôt remise en cause. Alors, de facto, c'est vrai aussi que les nouvelles règles du jeu ne vont pas en sa faveur, ce qui prouve bien, comme tu le dis, que le terme de prime de partage de la valeur est un peu impropre. Après, comme toujours, moi je suis toujours prudent entre ce qu'on dit aujourd'hui sur ce sujet et la réalité de ce qu'on se dira peut-être au mois de septembre, si jamais l'inflation remonte, si jamais il y a des tensions dans l'entreprise. Il est possible que, si je puis dire, que le gris devienne rouge et qu'on se retrouve dans une situation où, en finale, allez, peut-être une trentaine de pourcents, je me risque, je me lance. J'ai l'intime conviction qu'à peu près un tiers des entreprises donnera des primes de partage de la valeur. Mais à ce stade, je crois que c'est extrêmement raisonnable de se positionner ainsi. On verra ce qui va se passer. Elle peut être mise en œuvre très très rapidement, de manière unilatérale, ça prend une journée. De manière négociée, ça prend 3 semaines. Et je ne suis pas surpris de votre prudence. Je trouve que c'est même une vraie marque de professionnalisme. Par contre, après, on sait que ça fait partie des sujets qui peuvent faire partie, je ne vais pas dire des jokers, mais c'est quand même un peu ça pour traiter des situations difficiles. Elle est peut-être gardée en réserve, Philippe. Oui, je crois que c'est ça. Je pense qu'elle est gardée en réserve. Mais vous avez parfaitement raison de souligner que 41% disent que c'est trop tôt pour le dire. Donc il y a un attentisme, c'est d'un côté tactique finalement, qui peut rebondir. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur les tendances. Alors on vous a interrogé sur comment vous percevez finalement les nouvelles dispositions de la loi. Est-ce que vous envisagez de verser des primes de partage de la valeur 2 fois par an? À 77% non, 3% oui, 19% ne se prononcent pas. Donc là, c'est clairement pas véritablement souhaité par les entreprises. Il y a 20% qui hésitent encore, mais enfin 77%, c'est quand même assez massif. Et puis, la manière dont la loi va changer la perception de la prime, puisque vous le savez, les salariés vont maintenant la possibilité de verser leur prime au plan d'épargne. C'est positif dans la mesure où ça leur donne un cadre fiscal, social très, très avantageux à l'entrée et à la sortie, mais c'est aussi un handicap dans la mesure où c'est bloqué 5 ans, nonobstant les cas de sortie anticipés. Et vous considérez à 46% que la plupart des salariés préféreront la liquidité, le cash, au détriment du blocage. Et finalement, c'est assez logique parce que ça revient à faire de la prime de partage de la valeur un intéressement bis avec les mêmes conditions. Donc on se demande bien quelle est la logique. Une sorte de Canada Dry de l'intéressement avec le seul avantage, c'est qu'on peut la décider de manière unilatérale. On n'a pas besoin de signer un accord ou de verser un supplément d'intéressement. Donc plus de souplesse qui reste son principal avantage. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les évolutions finalement. La loi fait un peu chou blanc à côté de ses objectifs. On n'est pas véritablement fou de joie dans les entreprises. C'est toujours la même chose. On peut voir le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est-à-dire que la loi, et oublions pas quand même, la loi, elle sort de l'ANI du mois de février, signée de manière très large. Et ce qui est intéressant, c'est que soit on le voit comme un jardin à la française, et on dit tiens, il y a 2 outils qui ressemblent un peu à la même chose. Et on se dit, il y en a un évidemment qui est superflu par rapport à l'autre. Soit on dit, à contrario, c'est le principe de l'ombrelle, on met en place plusieurs outils dont les uns et les autres on peut se servir. On prend l'un, on prend l'autre, au risque, je suis complètement d'accord avec toi Rodolphe, au risque de la confusion, mais après c'est à nous dans l'entreprise de dire, ben voilà, nous, politiquement, on est plutôt favorable à celui-ci ou plutôt favorable à celui-là. C'est vrai qu'on ouvre un champ, qu'on referme un peu, c'est pas très clair, mais bon, je veux dire, si certaines entreprises préfèrent utiliser l'un ou préfèrent utiliser l'autre, ce qui serait un peu incompréhensible, c'est qu'on utilise une prime de partage de la valeur, un complément d'intéressement, un intéressement, une participation. Là, ça devient compliqué. Mais je pense qu'avoir plusieurs outils à utiliser
pourquoi pas? Ça vous donne plus de liberté. Après, je vous dis, il ne faut pas que ça devienne confusant, si vous me permettez l'expression et le néologisme. Voilà, je pense, moi, je le prends comme ça. Je le prends comme un nouvel outil qui n'a pas encore trouvé son public, comme on dit. Va-t-il le trouver? On n'en sait rien. Et à la limite, s'il ne le trouve pas, ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, ça nous donne des éléments sur la palette. Tout à fait. Alors, on vous a demandé également votre avis sur 2 dispositions importantes de la loi sur le partage de la valeur. Cette disposition qui permettrait d'ouvrir des négociations collectives en cas de réalisation de bénéfices exceptionnels d'ici au 30 juin. On constate que c'est potentiellement le cas pour un quart des entreprises, ce qui est quand même assez significatif. Ce qui n'est pas neutre en termes de dialogue social, ces négociations sur les bénéfices exceptionnels sont potentiellement socialement explosives. On a vu ce qui s'était passé Total Energy, etc. Donc c'est un sujet à bien préparer. La loi maintenant vous oblige à le faire et c'est un élément de communication à intégrer dans l'ensemble de la politique salariale. Et puis le deuxième enseignement, le plan de partage ou la prime de partage de la valorisation de l'entreprise, pour le moment, sauf exception d'ailleurs qu'on a identifié, n'est pas véritablement quelque chose que les entreprises envisagent de mettre en place, mais c'est peut-être trop tôt. Les contours de cette formule qui, je vous le rappelle, sur 3 ans permettent de verser une prime qui finalement permettent aux salariés de les associer à la valorisation de l'entreprise, comme son nom l'indique. Reste à prouver, mais ça peut aussi faire son chemin au fur et à mesure des besoins. Donc encore une fois, la boîte à outils, comme le disait Philippe, s'agrandit. L'important, c'est d'avoir une ligne conductrice pour les entreprises et de savoir pourquoi vous utilisez tel dispositif et tel autre et de le communiquer urbi et orbi sans état d'âme. C'est à peu près la conclusion qu'on en tire, Ludovic. Oui, juste un petit mot pour compléter, mais je crois que Philippe et toi, vous avez tout dit. La réalité, c'est que la loi sur le partage de la valeur n'est plus une belle inconnue. Tout le monde la connaît. Mais les niveaux dispositifs posent quand même beaucoup de questions. Et donc, effectivement, la bonne manière d'aborder les choses, c'est de regarder quelle est la finalité de l'idée de mettre en place ce nouveau dispositif et de bien l'expliquer aux bénéficiaires pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on le fait, dans quelles conditions on va le faire, combien de temps ça va durer, etc., etc. Il manque quand même un décret d'application. Donc il y a une petite zone d'inconnu ici sur laquelle certains se positionnent. Et après, j'allais dire, ça n'est qu'un début. Donc il y a toujours des précurseurs dans un marché qui achètent en premier, donc qui choisissent un outil en premier, qui le mettent en place. Et puis il y en a d'autres qui suivront. Mais enfin, je pense que, encore une fois, la loi n'est plus la belle inconnue, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des réactions sur ces sujets de prime de partage de la valeur ? Ou d'autres dispositifs issus de la loi du partage de la valeur, justement. Allez, on ouvrira le débat après. On va poursuivre notre tour d'horizon. Le sujet suivant concerne un certain nombre de périphériques de rémunération qui sont révélateurs d'attentes sociales diffuses. Médéric, le premier point qu'on peut dire, c'est que c'est quand même le salaire qui compte dans l'image, dans la perception que les salariés se font. Les périphériques de rémunération pèsent toujours peu. Oui, effectivement, on a une tendance toujours forte sur la perception que les salariés ont de l'intéressement et participation, de l'abondement également. Donc une large majorité, 64%, ne considèrent pas que ça fait partie de l'évolution de leur rémunération. Néanmoins, pour rester sur une note positive, du côté des frais du quotidien, des avantages du quotidien, là, on a une augmentation. Donc effectivement, on a une plus forte intégration dans la perception qu'ont les salariés de leur rémunération, donc de ce poids de remboursement. On était aux alentours de 29, on est à 34, donc c'est quand même une évolution significative. C'est assez positif et ça me permet de rebondir sur la slide suivante. Juste un petit commentaire. Finalement, je me demande si les périodes d'interrogation, de participation et d'intéressement qui ont lieu entre mars et mai, dans la plupart des entreprises, n'ont pas aussi l'occasion de rappeler la place de la participation et de l'intéressement dans la rémunération globale, parce que c'est le lieu, et les salariés le comprendraient très bien, avec ce qu'on a présenté la fois passée, l'empreinte rémunération qui donne véritablement un bonus aux entreprises qui ont des niveaux d'intéressement et de participation socialement responsables,
avec des fonds critères, importants. Ça peut être aussi l'occasion d'aller contre cette perception qui est un peu un jeu de rôle. On est bien content de l'apercevoir, mais on ne le revendique pas comme de la rémunération. Pour autant, quand on n'en a pas ou moins, on demande un effet de cliquet pour le ramener. Donc c'est toujours la même histoire. Donc la communication est un combat permanent. Bien sûr, voilà, c'est la communication qui compte également. On en a parlé sur d'autres items, mais là aussi, c'est fondamental. Alors effectivement, sur les autres périphériques qui ressortent. Du coup, effectivement, je parlais des frais du quotidien en disant qu'il y avait une perception améliorée. Et c'est effectivement ce qu'on constate sur les efforts que les entreprises font sur les frais de santé. Donc, on a une augmentation significative. 11% des entreprises déclarent qu'elles vont augmenter les prises en charge de mutuelles et leurs dépenses des frais de santé pour leurs collaborateurs. On a aussi effectivement en tête qu'il y a un effet économique où donc, les frais de santé vont augmenter pour les entreprises en 2024. Donc il y a aussi cette situation à avoir en tête, mais effectivement, on constate qu'il y a un effort. On a aussi une tendance et un élan qui se poursuit sur l'actionnariat salarié. On a donc 5% d'entreprises qui déclarent qu'elles mettront en place ou pensent mettre en place des projets d'actionnariat salarié. 5% en plus. Exactement, 5% en plus, hein, oui, voilà, c'est 5% en plus, on a atteint 18%. Et effectivement, on parle beaucoup de partage de la valeur, mais l'actionnariat salarié reste un outil majeur du partage de la valeur. Donc là aussi, dans les NAO, dans les discussions, ça peut être un vrai levier important. Éternel débat de savoir si l'actionnariat salarié, c'est de la politique de rémunération ou pas. Néanmoins, c'est une forme de rémunération différée en fonction de l'évolution du cours de l'action après 5 ans de blocage. Donc, c'est une appétence de plus en plus marquée vers l'actionnariat salarié et c'est le véhicule privilégié du partage de la valeur, quoi qu'on dise. Exactement. Voilà, on n'avait rien de particulier à dire sur les titres transport, les primes de mobilité. Là encore, c'est tout à fait constant, tout à fait stable, il n'y avait pas d'évolution significative. Et effectivement, donc, quelques entreprises par-ci par-là donc, font ces efforts, mais ça reste une large minorité. Très bien. Alors, il y a un élément qui se confirme et qui même se renforce, c'est les acomptes, les demandes d'acompte. Exactement. Donc, on a aussi sur un autre registre posé cette question sur les acomptes et on constate que vous êtes de plus en plus confrontés à des demandes d'acompte. Donc, cette situation, elle peut être à surveiller, à suivre aussi pour savoir donc, pourquoi il y a des demandes d'acompte supplémentaires. Néanmoins, voilà, on faisait la différence entre avance et acompte et bien sûr, les acomptes sont de la rémunération d'un travail déjà accompli. Donc là encore, c'est une nouvelle forme d'organisation de la rémunération, mais je pense à surveiller quand même. Enfin, vraiment, soyez hyper vigilants, si vous me le permettez, sur ce sujet. Et ça, je crois que c'est un sujet qu'il faut communiquer en CODIR ou en COMEX, pour bien faire comprendre aux dirigeants la situation individuelle de pas mal de leurs salariés. Quand on voit ces chiffres-là, là, je pense que si on avait regardé ces chiffres il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on n'aurait pas du tout été dans la même situation. Donc c'est là où on voit bien l'enjeu salarial, on voit bien combien c'est compliqué, on voit bien ce qu'il y a à faire sur un certain nombre probablement de bas salaires. Donc vraiment, ça, je crois que c'est véritablement un sujet qui doit être présent, je le dis tel que je le pense, qui doit être présenté en COMEX, je dirais, ou en comité de direction d'une usine ou d'un site pour que chacun ait bien conscience de la situation. Merci. Alors, on a interrogé depuis quelques mois les entreprises sur leur appétence ou leur intérêt pour la semaine de 4 jours. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne décolle pas. Non, effectivement, on a une baisse de l'intérêt déclaré dans les entreprises, donc de 9% entre septembre et janvier. On revient, également par rapport à avril, hein, cette baisse se confirme. Néanmoins, effectivement, ce qui est intéressant de regarder, c'est que parmi les entreprises qui déclarent réfléchir à cette semaine de 4 jours, 63%, donc une large majorité, pensent la mettre en place. Donc effectivement, voilà, c'est à surveiller et c'est positif pour l'avenir ou pour les nouvelles formes d'organisation. Et pour aller sur que les populations éligibles, on revient à des niveaux d'avril où effectivement c'était surtout pour les non-cadres que la semaine de 4 jours devait être mise en place ou serait mise en place. Et là encore, on a parlé beaucoup de télétravail et de nouvelles formes d'organisation. C'est souvent les non-cadres qui n'y ont pas profité de ces nouvelles formes. Et peut-être qu'effectivement, là, dans ce cas-là, ça serait un rattrapage et une nouvelle un nouveau moyen pour ces non-cadres de travailler et d'avoir, pas une compensation, mais au moins
a évolué positivement également au même titre que les autres populations. Et tu es surpris de cette atonie relative sur ce sujet? Souvenez-vous, c'est un sujet qui a fait pop-up après le Covid. Et c'était intéressant parce qu'il était pris au moins autant en termes d'équité qu'en termes d'organisation et d'efficacité. En un mot, et c'est vraiment ce que Médéric vient de dire, c'est-à-dire qu'il était pris principalement pour les non-cadres au motif qu'il fallait qu'ils viennent à l'usine ou qu'il fallait qu'ils viennent, je dirais, dans un supermarché pour bosser ou autre, versus des cadres qui pouvaient être à la maison. Et honnêtement, quand on prend un peu de recul, ce n'était pas le bon axe pour rentrer dans le sujet. Par contre, aujourd'hui, on voit bien, et nous, les travaux qu'on fait avec des entreprises, que ce sujet est pris en termes d'organisation. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Ceux qui connaissent l'industrie savent que ça fait partie des sujets qui ont souvent été traités. Mais je crois qu'il y a véritablement sur ce point, oui, il y a une stabilisation, ce qui n'est pas forcément une grosse surprise. Je vais presque dire malheureusement, parce que je pense qu'on pourrait être plus créatif sur le sujet. Ce qu'on voit arriver, et là encore, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qu'on a déjà testé dans pas mal d'entreprises, c'est finalement les 4 jours et demi. Qui peuvent être 4 jours, 5 jours. Hein, et ça, je crois que c'est un élément important. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est toujours sur la logique du lundi au vendredi. Or, un des enjeux de la semaine de 4 jours, c'était aussi d'étendre, il faut dire les choses comme elles sont, même si c'est un peu provocateur à dire, mais c'était aussi la possibilité d'étendre sur le samedi la possibilité d'ouverture ou ainsi de suite, d'ailleurs, très souvent pour mieux fonctionner et pour faire de la productivité. Je crois qu'il y a un vrai travail sur le sujet. Il y a un député qui travaille pas mal sur le sujet. Alors, pour être très direct, on a beaucoup questionné les organisations syndicales sur le sujet et on voit bien que même du côté des organisations syndicales, c'est un sujet qui est pris avec beaucoup de pincettes. Faut-il faire sur 4 jours ce qu'on faisait sur 5 jours? Qu'est-ce que ça veut dire en charge de travail pour la personne, en risque psychosocial, en risque de santé? C'est vraiment... je crois que si on veut poser le sujet dans de bonnes conditions, il faut qu'on pose le sujet à travers sa logique d'organisation. Organisation du temps des personnes, organisation de l'entreprise. Je crois que c'est là où il va falloir, si on a envie d'en faire un des éléments importants pour les années à venir, il va falloir repasser par là et sortir de la logique équité, télétravail versus 4 jours au bureau ou 4 jours à l'usine. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un truc à trouver pour les années qui viennent. Très bien, merci. Alors on arrive en conclusion finalement de ce qu'on vous a présenté. 5 points qui ressortent. Bien sûr, la confirmation du ralentissement de l'inflation, mais de l'apparition de la question de l'emploi, le retournement du marché de l'emploi qui s'impose dans l'agenda des entreprises. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on a insisté. Malgré tout, même si les entreprises ont moins de difficultés à recruter, elles sont toujours confrontées à des problèmes d'attractivité et de nécessité d'augmenter les salaires d'embauche. Ça, c'est le deuxième point qui ressort. On verra bien si la situation se régularise à mesure que la situation de l'emploi se dégrade. Les budgets salariaux continuent à diminuer, retour à la normale concernant les augmentations générales des cadres, et puis une certaine normalité, vouloir payer la performance et redonner des perspectives. On a toujours des pressions fortes sur rattrapage du pouvoir d'achat, ça c'est inévitable, et donc ça augure quand même de négociations qui peuvent être tendues. Pour autant, les entreprises ont maintenu des budgets à 3,6 qui sont quand même conformes complètement à l'inflation et donc supérieurs à la prévision d'inflation sur 2024. Donc c'est quand même un élément qui doit permettre de faire aboutir les NAO qui restent à mener. Et donc de maîtriser le climat social, dans la mesure où si les entreprises avaient annoncé 2,5%, je pense que la conflictualité aurait été plus forte. Et les entreprises, finalement, ont fait preuve de pragmatisme, encore une fois, en 2024. Philippe, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est tout est à faire. On est en début d'année et je crois vraiment, vous l'avez dit les uns et les autres, on est sur une nouvelle période qui s'ouvre. Attention aux effets de loupe. Soyons responsables, maintenons l'économie des boîtes et faisons en sorte que les négociations permettent aux uns et aux autres de trouver des solutions. Je crois que c'est ça l'enjeu.
Je veux dire, c'est difficile d'en dire beaucoup plus, mais vraiment, et vous avez dit tous les trois, tous les quatre d'ailleurs, des mots importants sur la communication. Je pense que ça bouge, ça se transforme, c'est le moment d'expliquer ce nouveau, comment dire, je ne veux pas dire ce nouveau monde comme dirait l'autre, mais cette nouvelle réalité, cette nouvelle situation. Ça va faire partie des éléments clés. On pense, nous, que les entreprises qui vont communiquer, comment dire, à la fois les organisations syndicales, le CSE, les managers sur la nouvelle réalité s'en sortiront mieux que celles qui vont simplement négocier face à des uns et des autres qui seront en difficulté. Les managers de proximité risquent d'être en difficulté, les organisations syndicales négociatrices risquent d'être en difficulté, les salariés ne comprendront rien. Donc je crois qu'il va vraiment falloir, là, dans les semaines qui viennent, continuer cette logique de communication, comme vous l'avez très bien dit les uns et les autres. Voilà, donc de notre côté, nous avons restitué l'enquête. Nous avons 5 minutes. Bien sûr, prévu pour prendre en compte vos remarques, réactions, témoignages. N'hésitez pas, c'est un peu la vocation de ce club, d'être en échange, en dialogue et de faire partager. Alors peut-être y a-t-il des choses qui ont été écrites sur la jurisprudence, quel nouvel traitement de la jurisprudence, congé payé par le gouvernement et le Conseil constitutionnel, c'est un risque qui pèse sur les budgets. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend parler. C'est un sujet sur lequel les uns et les autres, on est d'une extrême prudence. Et on voit bien que les positions des entreprises, on attend de voir si ça si ça se confirme jusqu'à on est obligé de mettre en place. Enfin, je veux dire, sur l'échelle et sur le radar, on ne peut pas être beaucoup plus large que ce sujet. Moi, j'ai envie de dire, ne nous précipitons pas, voyons si tout ça va se mettre en musique. On voit pour certaines entreprises que c'est dramatique en termes budgétaires, ça c'est clair. Là, je pense que... Et là, je n'ai pas de recette, franchement. Il va falloir voir comment tout ça se met en musique. Il y aura forcément des discussions avec le patronat, avec le gouvernement, avec les syndicats sur le sujet. J'ai envie de dire, prenez le temps de ne pas prendre des décisions radicales. Désolé, je suis normand. C'est une pure réponse de normand, mais je pense que personne aujourd'hui ne sait véritablement répondre à cette question. Les budgets vous surprennent? Moi, j'ai une question à vous poser quand même en direct. C'est est-ce que le budget vous surprend? Est-ce qu'on est tous dans laxisme inadmissible ou est-ce qu'au contraire, on devient je sais pas moi, pusillanime mais pas vraiment généreux? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois certains camarades des RH que je connais bien. Alors, je ne vais quand même pas vous nommer, Philippe, mesdames et messieurs. Tu veux que j'intervienne, Philippe? Victor, l'appareil. Alors, qui se lance? Victor Netto. Je le savais. Mais tu vois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Tu m'entends? Oui, parfaitement, on t'entend, Victor. Alors, tu es non seulement normand, mais catalan, je te signale. C'est vrai. C'est deux compliments en mi bout à bout. C'est pas complètement contradictoire. Et pour revenir sur le sujet que tu viens d'évoquer, il faut aussi prendre en compte, je pense, la plus ou moins forte pression des commissaires aux comptes dans le cadre de la clôture des comptes 2023. Et en fonction des discussions qu'on peut avoir avec eux, on pourrait être amené à provisionner quand même un certain montant, au moins dans le cadre d'une démarche prudente. Voilà, je voulais juste apporter ça. Sur le sujet des budgets, on m'a demandé, nos anciens élus m'a demandé, mais pourquoi vous avez anticipé les négociations salariales cette année chez Forcia, en fin d'année plutôt qu'en mars traditionnellement. Et je lui ai dit, mais tu sais, si effectivement j'attends mars, et si je ne le fais pas, je vais être amené à donner moins en termes de budget que si je le fais en décembre. Et ça a été globalement, je pense, bien accueilli. Ce qu'on disait en interne avec l'équipe des RH France, etc., à savoir l'inflation baisse, on est sur un budget à 3,8. Si on doit aller négocier en mars, on va sans doute être aux alentours plutôt de 3,5, 3,6. C'est ce qui semble quand même se dessiner de l'enquête. C'est exactement ce que vous avez dit.
Après, on reste quand même prudent parce que quand on suit l'évolution de l'inflation au mois le mois, on voit qu'elle baisse, qu'elle remonte, qu'elle baisse, qu'elle remonte. Je serais beaucoup plus serein au mois de mars, avril si le trend est réellement confirmé. Voilà. Non, Mais c'est vrai que si on annonce 2,5 ou 2,6 d'inflation en 2024 sur 12 mois glissants, le 3,8 ou le 3,6, il est fort. Ouais, mais c'est toute la difficulté, pour être très clair. Moi, je ne crois pas à la descente beaucoup en dessous de 3 en matière d'inflation. Moi non plus. Voilà. Et c'est pour ça que le 3,5, 3,6 que vous faites pour la plupart d'entre vous, je trouve, est de bon aloi, ça c'est clair. Voilà, puis c'est tout. Merci beaucoup, Victor. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres DRH? J'ai aperçu Xavier Rossignol. J'ai vu, Xavier, tu étais là. Il est peut-être parti. Xavier s'est caché, il avait peur. Il est peut-être parti. Bon, écoutez, c'est pas grave, il est 10h moins 2. Il me reste à vous remercier pour votre participation, à vous rappeler la prochaine date du Club Rennes Plus, le 18 avril. On parlera un peu de NAO, mais moins. On va parler d'autres sujets de rémunération. Et puis le rendez-vous suivant, juillet, c'est l'enquête face à l'Ixio sur l'actionnariat salarié. Donc on a un rendez-vous annuel. Et à la rentrée, on repartira effectivement sur les NAO 2024-25, comme chaque année. En tout cas, bien sûr, on vous envoie cette présentation dans la foulée. Et puis ceux qui n'ont pas pu assister auront droit, peuvent participer, peuvent visionner le replay qu'on mettra à leur disposition. Donc en tout cas, merci de votre fidélité. Et bonne journée à vous et bonne NAO. À bientôt. Et bonne année, puisqu'il est encore temps. À bientôt.